Nous remercions beaucoup aussi le- les assistants de Madame Müller-Bronn qui ont été remarquables pour l'organisation de ce colloque jusqu'au bout. Elles sont là. Il y en a une qui est à l'accueil, il y en a une qui est ici, qui voit tout avec les services. Et nous avons extrêmement bien collaboré. Et vraiment un grand merci à elles aussi. C'est bon, vous m'entendez? Parfait. Merci beaucoup à tous d'être venus. Je remercie en particulier les organisateurs et les organisatrices surtout de ce colloque. Ça va être assez difficile après l'exposé de Madame Del Sol de faire quelque chose au niveau. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus concret entre guillemets, mais aussi un peu abstrait pour certains, je ne sais pas. L'origine de la vie. Alors je suis physicien. Et je m'intéresse en particulier à la physique statistique, à la thermodynamique, et comment la matière abiotique, dans la Terre primordiale, a-t-elle pu s'organiser pour engendrer en une période assez courte, 200 millions d'années à l'échelle de la Terre, c'est relativement peu. En 200 millions d'années, et peut-être moins, on passe d'une matière inerte à des êtres vivants. Et voilà, alors on peut se demander quel est le rapport avec le problème du vieillissement. Donc, ce qui motive un exposé sur l'origine de la vie, c'est le fait que si on veut comprendre le vieillissement, si on veut comprendre les maladies, si on veut comprendre le cancer, par exemple, ou des maladies neurodégénératives, il faut déjà savoir de quoi on parle. On parle de la vie. Et pour comprendre la vie, en tant que phénomène physique, il faut comprendre comment elle a émergé. Et de quoi elle a émergé? D'une soupe primordiale qui était sur Terre il y a à peu près 4 milliards d'années. Et dans quelles conditions particulières la vie a émergé? Et je vais tenter de décrire avec une expertise ultra limitée, puisque je n'étais pas présent ce jour-là, ni à l'époque. Et ce sont des hypothèses, bien sûr. Il y a très peu de certitudes. Je n'énonce pas des certitudes, je vais essayer de poser des questions qui vont servir de jalon à une réflexion ultérieure pour que chacun puisse s'en emparer. Voilà. Alors, c'est dans ce sens-ci? Non, c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc, l'histoire commence, l'histoire que je vais vous raconter, à pas de géant, commence il y a 4 milliards d'années. Alors, la Terre, elle, se forme il y a 4,5 milliards d'années à peu près. On n'est plus à 100 millions d'années près à cette époque-là. Il y a 4,5 milliards d'années, la nébuleuse planétaire qui va former la Terre s'effondre. C'est à peu près au même moment que le Soleil se forme et que les autres planètes. C'est l'ensemble du système solaire qui se forme au même moment.
Mais pendant les 500 premiers millions d'années de la Terre, elle est totalement inhabitable pour la vie. Les océans n'existent pas. Quand ils se condensent, ils se remettent en ébullition parce que la Terre est trop chaude. L'atmosphère n'est pas accueillante du tout à aucune forme de vie, etc. Donc on va commencer l'histoire il y a 4 milliards d'années. À ce moment-là, la Terre s'est suffisamment refroidie, les météorites se calment un petit peu, les océans se sont condensés et on peut commencer à espérer que les premiers processus physico-chimiques qui vont amener aux premiers êtres vivants peuvent s'enclencher à peu près il y a 4 milliards d'années. Alors, première remarque que j'ai à faire, c'est que la Terre, c'est une grosse pile électrique. Pourquoi ? Lorsque la nébuleuse planétaire s'effondre, les éléments les plus lourds tombent au centre, la Terre va se différencier, les éléments les plus lourds vont aller au centre et les éléments les plus légers à la périphérie. Comme vous le savez peut-être, le cœur de la Terre est constitué d'un noyau de fer et de nickel. Tandis que la lithosphère, progressivement, quand on va vers les couches supérieures, s'enrichit en silicate, en silicium, en magnésium, en de nombreux éléments plus légers. Et l'hydrosphère, l'océan, comme son nom l'indique, c'est de l'eau. Et puis l'atmosphère, c'est des gaz. Et tout ça, c'est constitué d'atomes légers, carbone, azote, hydrogène, oxygène, phosphore, soufre, qu'on appelle schnops, tout simplement, c'est CHNOPS. Voilà. Les schnops, c'est les atomes qui vont constituer... Nous sommes 99,9% de schnops, quand même, hein, je vous le rappelle, oui. On a un peu de fer dans les hématies, un peu de chrome, de molybdène, de petites choses des traces, tout ça, mais essentiellement, nous sommes des schnops. Voilà. Alors, pourquoi la Terre est une pile électrique ? Première remarque. Bien parce que si vous avez des métaux au centre de la Terre, vous savez que les métaux, ils ont un reflet métallique parce que les électrons peuvent vibrer dedans. Ils ont des électrons, non pas surnuméraires, mais ils n'ont pas besoin de tous leurs électrons pour avoir leur cohérence. Ils ont des électrons libres. Ce sont des donneurs d'électrons, les métaux. On dit que ce sont des réducteurs. Ils peuvent donner des électrons. Tandis qu'ils sont au centre. Vous voyez le tableau périodique des éléments ? Vous voyez le tableau périodique des éléments dans votre tête, que je n'ai pas ici. Ils sont au centre. Le fer, nickel sont au centre du tableau périodique des éléments. Tandis que les schnops, ils sont en haut à droite. Alors, à part le H qui est tout à gauche, c'est le premier élément, les autres, les knops, ils sont en haut à droite. Ils sont plutôt accepteurs d'électrons. Donc, si vous mettez d'un côté des donneurs d'électrons et de l'autre côté des accepteurs d'électrons, si vous vous débrouillez pour les mettre progressivement en contact, un courant électrique va s'établir. Alors, on ne le voit pas, on ne va pas le mesurer avec un ampère-mètre, mais on voit quelque chose de très particulier. Vous avez déjà vu des coupes de la Terre dans les livres ? C'est quelle couleur, le manteau terrestre, dans les livres ? Ils le dessinent la plupart du temps en orange. Et quand vous faites ça, les géophysiciens vous crient dessus, vous disent non, c'est vert. Il faut changer tout. Pourquoi ? Parce que le fer métallique, il est brillant. Et progressivement, quand le fer va aller vers la périphérie de la Terre, il va s'oxyder, il va perdre des électrons. Il va devenir du fer à l'état plus 2. Et le fer à l'état plus 2, alors on le voit dans les roches du manteau comme la péridotite, ça fait du vert. Voilà. Et plein d'autres roches dont je ne connais pas les noms, mais enfin c'est vert. Voilà. Et puis sinon, si vous n'êtes pas allé au fond du manteau, vous pouvez prendre une bouteille de vin rouge, l'oxyde de fer 2, ça donne la couleur verte des bouteilles de vin. Voilà. Donc le fer 2, qui a perdu 2 électrons, il est vert. Et la Terre, c'est quelle couleur dans votre jardin ? C'est marron, hein. C'est de l'oxyde de fer 3. Il a perdu son dernier électron. Donc le fer, progressivement, grâce au mouvement de convection dans le manteau terrestre, va amener des électrons à la périphérie, il va les perdre, et il va passer progressivement de métallique, vert, puis rouge. C'est ça. Donc la Terre est une pile électrique qui va amener des électrons à la périphérie. Alors pourquoi c'est important les électrons ? Parce que c'est ce qui va faire les liaisons chimiques. Au départ, dans l'atmosphère primordiale, le carbone, il est à l'état de dioxyde de carbone, c'est-à-dire il ne fait pas de squelette carboné, il ne fait pas de molécules organiques. Donc on ne peut pas faire de la vie avec du CO2 uniquement.
il faut fabriquer des molécules organiques, des molécules avec des liaisons carbone-carbone, carbone-azote, CO, CH, etc. Donc il faut déjà polymériser. Et c'est cette pile électrique qui va permettre la première polymérisation. Aujourd'hui, quand on voit la vie sur Terre, on se dit bah, c'est parce que le soleil brille qu'il y a de la vie. Il y a la photosynthèse. Oui, mais la photosynthèse, si vous regardez les molécules qui sont mises en jeu dans la photosynthèse, c'est des choses très avancées, c'est de la haute technologie moléculaire. Au départ, l'origine de la vie, on pensait que c'était effectivement le soleil. Mais non, c'est plus probablement au fond des océans, au niveau des dorsales océaniques, que des gaz réducteurs sont apportés, des substances réductrices sont apportées, parce que justement, le fer a donné ses électrons, il les a transmis à, par exemple, à l'hydrogène. À un moment, on peut fabriquer de la magnétite, de l'hydrogène, des choses comme ça, et différentes réactions. Je ne connais pas le détail, je vous dis simplement, il y a des électrons qui arrivent. Donc non seulement c'est une pile électrique, la pile électrotellurique, mais aussi, donc, la Terre, elle rouille. Je vous ai dit, métal, puis vert, puis rouge. Donc j'ai 2 nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. La mauvaise nouvelle, c'est que la Terre rouille, et la bonne nouvelle, c'est que le soleil brille. Donc, et en fait, c'est 2 bonnes nouvelles parce que ce sont ces 2 forces-là, l'oxydation, c'est-à-dire l'oxydation du métal et l'extraction des électrons, qui va permettre la polymérisation première, qui va donner les premières molécules prébiotiques. Et puis après, progressivement, le soleil va prendre le relais quand les molécules seront suffisamment complexes pour permettre la photosynthèse. Mais c'est beaucoup plus tardif. Voilà. Il faut savoir aussi qu'au début, il y a 4 milliards d'années, le soleil était jeune. Il n'avait que 500 millions d'années, il était moins brillant qu'aujourd'hui. Et il a fallu attendre un peu plus de temps peut-être pour que le rayonnement ultraviolet puisse initier des réactions qui vont fabriquer les premiers acides aminés, etc. etc. Tout ça, c'est très hypothétique. On n'a pas de certitude, mais on peut dessiner quand même un schéma général. Voilà. Alors, ces polymérisations, on ne sait pas encore, mais elles vont donner petit à petit des acides aminés, des petits acides aminés, des petites molécules qui vont se polymériser, donner des peptides, puis après des protéines. Mais aussi, on va avoir besoin d'autres polymères très importants, les lipides. Je m'intéresse en particulier aux lipides qui vont fabriquer les membranes. J'ai insisté sur la notion de membrane. Des glucides qui vont aussi venir se coller avec les peptides ou s'insérer, servir de réserve énergétique, etc. Et puis des molécules encore plus complexes comme l'ARN, qui, elles, vont contenir de l'information. Mais l'ARN, c'est quelque chose de beaucoup plus évolué, ou en tout cas le code génétique, ça va être quelque chose de beaucoup plus évolué, parce que c'est le résultat d'une coévolution, en fait, entre les protéines et des catalyseurs de ces polymérisations. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Je ne comprends pas grand-chose dans tout ça, honnêtement, je vous le dis sincèrement. Mais il y a une force générale qui tend à polymériser, très clairement. Et cette force, elle provient de la pile électrotellurique. Ça, c'est quelque chose de physique. Alors, je reviens. La Terre rouille toujours, on est d'accord. Alors, un principe très général. Je suis physicien théoricien, donc j'ai tendance à énoncer des principes très généraux, parce que si je rentre dans les détails, je me perds. Un système physique qui est hors d'équilibre, la Terre est hors d'équilibre, parce qu'elle reçoit de la lumière du Soleil. Elle reçoit, alors on a un maximum vers le jaune, le Soleil est jaune, je ne vous apprends rien. On a un maximum, comme ça. Et en revanche, le rayonnement qu'elle renvoie dans le cosmos, il est décalé spectralement, on a de l'infrarouge, etc. Et même des micro-ondes. Et puis surtout, si vous êtes un extraterrestre qui habite très loin et que vous voyez dans le système solaire une source de rayonnement d'ondes radio, vous dites là, il y a de la vie. Parce qu'une planète inerte, elle ne peut pas renvoyer d'ondes radio. Les phénomènes, les processus physico-chimiques abiotiques ne peuvent pas renvoyer des ondes radio. C'était James Lovelock qui avait dit dans les années 60, pour détecter s'il y a de la vie sur une planète, il n'y a pas besoin d'y aller, il faut regarder le spectre. Si vous avez un fort décalage spectral, si vous avez des structures dissipatives capables de casser des gros photons, des photons très énergétiques, en petits photons. Et tout petits photons, les ondes radio, c'est des photons de très très basse énergie, seules des structures dissipatives extrêmement complexes peuvent induire un très fort décalage spectral. Donc c'est ce flux d'énergie à travers notre planète qui va engendrer des cycles de matière. Vous connaissez le cycle du carbone, le cycle de l'eau, qui sont des cycles géochimiques. Et puis aussi, vous avez des cycles microscopiques à l'intérieur de nos cellules, comme le cycle de Krebs, vous en avez peut-être entendu parler. Mais tous ces processus cycliques sont la conséquence d'un flux d'énergie qui traverse un système hors d'équilibre. Ça s'appelle le théorème du cycle de Horowitz.
très important, qui est totalement évident, mais c'est important. On va voir que ces processus cycliques sont importants pour comprendre ce qu'est la vie. Je vais essayer, non pas d'en donner une définition, mais d'en donner une propriété qui, selon moi, est importante pour comprendre les processus de vieillissement. Voilà, donc flux d'énergie qui engendre des cycles de matière. C'est valable pour tous les systèmes physiques hors d'équilibre. Ensuite, parmi ces cycles, il va y avoir des cycles qui vont s'atténuer, et puis d'autres qui vont s'amplifier. Les cycles qui s'amplifient, qui vont devenir importants, c'est ce qu'on appelle des cycles autocatalytiques. Imaginez que vous ayez un processus chimique, cyclique, qui prend certaines molécules simples et qui fabrique des molécules plus complexes. Bien. Et imaginez que parmi les molécules un peu plus complexes que ce cycle fabrique, il y a des molécules qui participent au cycle lui-même. Une machine qui se fabrique elle-même. C'est ça un cycle autocatalytique. C'est-à-dire qu'il va s'amplifier parce qu'au fur et à mesure que ça va tourner, vous allez avoir de plus en plus d'acteurs du cycle. Le cycle fabrique les acteurs du cycle. Ces cycles autocatalytiques, on en a un. Alors, je vous ai parlé du cycle de Krebs, c'est le cycle qui permet d'extraire, enfin, un cycle biochimique qui permet d'extraire de l'énergie dans nos cellules. Dans la plupart des cellules, il fonctionne en fait. Mais en fait, son ancêtre tournait à l'envers. C'est-à-dire que l'atmosphère primordiale de la Terre était réductrice, et non pas oxydante. On n'avait pas d'oxygène encore, il y a 4 milliards d'années. L'oxygène est apparu 2 milliards d'années plus tard dans l'atmosphère, en tant que gaz, O2. Au départ, le cycle de Krebs tournait à l'envers. Et ce cycle de Krebs inversé est autocatalytique, il s'amplifie. Donc un acteur important dans l'origine de la vie sur Terre, c'est le cycle de Krebs inversé, autocatalytique, c'est-à-dire qu'il va faire une croissance exponentielle de molécules. En l'occurrence, aujourd'hui on appellerait ça de l'acétyl-CoA, enfin de l'acétate essentiellement. Si vous prenez 2 atomes de carbone, 2 molécules de CO2, le cycle de Krebs arrive à les coller ensemble et à fabriquer un dimère. Et après, ça va servir à faire des synthèses de lipides. Ça va remonter une chaîne de réaction qui va fabriquer des lipides. Dans les cellules modernes, ce n'est pas le processus qui avait lieu il y a 4 milliards d'années. Donc les cycles autocatalytiques, ça c'est une notion importante pour comprendre l'explosion de la vie. La vie, ce n'est pas un phénomène local dans une petite mare il y a 4 milliards d'années au fond d'une flaque. Non, non, c'est quelque chose qui va coloniser la Terre. Donc il faut comprendre d'où vient ce processus de croissance exponentielle. Je vous ai parlé de la synthèse des lipides, la synthèse moderne des lipides, mais il y a 4 milliards d'années, on n'avait pas toute cette technologie moléculaire. Donc comment les premiers lipides ont été synthétisés? Alors là, il y a des hypothèses. On pense qu'il y a sur certains substrats minéraux, comme des feuillets d'argile, la possibilité de polymériser du carbone. Et essentiellement, les lipides, c'est une molécule... Alors un mot important que je n'ai pas mis, mais les lipides, c'est des molécules amphiphiles. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui aime l'eau et une partie qui n'aime pas l'eau. La queue, on dit qu'elle est hydrophobe, et la tête est hydrophile. Alors ça peut être une fonction, un groupe carboxyle, ce qu'on appelle un acide gras, ça peut être des phospholipides, il y a du phosphate qui traîne, il vient se coller dessus, etc. Mais voilà, vous avez cette molécule un peu ambivalente, ce type de molécule ambivalente, avec une queue hydrophobe et une tête hydrophile. Et ces molécules, spontanément, s'organisent en membrane. Très important, parce que les queues hydrophobes s'attirent entre elles, et elles vont s'éloigner de la partie aqueuse, c'est-à-dire de l'eau, de la solution aqueuse. Et ces membranes, elles vont se refermer. Et c'est important de fabriquer des molécules capables de fabriquer des membranes, parce que c'est ce qui va faire l'individuation. C'est ce qui va séparer un milieu interne, à l'intérieur d'une vésicule, du milieu externe. Et la vie, une des caractéristiques de la vie, c'est l'existence de différences entre l'intérieur et l'extérieur. Si vous mettez beaucoup de jolies molécules complexes, plein de polymères, dans une grande soupe primordiale, vous avez une soupe primordiale. Mais ce n'est pas de la vie. Vous avez des molécules compliquées. Mais il se trouve que parmi ces molécules compliquées, vous en avez capables de former des vésicules, c'est-à-dire des petits sacs, et qu'à l'intérieur de ces petits sacs, vous pouvez enfermer des processus particuliers qui n'ont pas lieu à l'extérieur.
Donc vous commencez à faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur quand vous avez des lipides, des molécules capables de faire des membranes. Très important. Ça, c'est l'individuation. Les premiers êtres vivants, ce sont des vésicules qui contiennent des réactions chimiques particulières. Et on appelle ça des protocellules. Alors, c'est des êtres mythiques pour l'instant. On ne sait pas exactement de quoi ils étaient composés, mais on peut faire des modèles. Il y a des scientifiques, des biochimistes, des biologistes, des physiciens qui s'intéressent à la synthèse de protocellules aujourd'hui. Comment fabriquer des protocellules, c'est-à-dire des vésicules qui contiennent un métabolisme captif, c'est-à-dire des réactions chimiques particulières qui ont lieu à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, et qui font que c'est une petite usine moléculaire, une petite usine chimique enfermée dans une petite vésicule. Voilà, les protocellules. Alors, mon humble contribution, notre humble contribution à la théorie des protocellules, c'était de proposer un mécanisme de division de ces protocellules, parce que c'est bien gentil, mais si vous fabriquez une protocellule, une vésicule, vous la regardez, ça ne fait pas grand monde. Hein. Il faut après coloniser la Terre. La vie, je vous ai dit, elle doit coloniser la Terre. Donc il faut que ces protocellules puissent se diviser. Or, la division cellulaire, qui est un phénomène important dans certaines maladies, la division cellulaire, aujourd'hui, elle a lieu grâce au cytosquelette. C'est des grandes molécules qui tirent dans tous les sens, qui étranglent la membrane plasmique et qui font que tout se divise de manière harmonieuse. Mais ces molécules complexes n'existaient pas il y a entre 4 milliards d'années et 3,8 milliards d'années. Oui, je dis 3,8 parce que 3,5, 3,6 peut-être, les plus anciennes traces de vie connues remontent à peu près 3,6 milliards d'années. Donc on a une fenêtre de tir entre moins 4 milliards, moins 3,6, pour dire là, il faut fabriquer des êtres vivants. Eh bien, ces premières formes de vie ne disposaient pas de toutes les molécules complexes de nos cellules actuelles, ou même des cellules qui existaient il y a 3 milliards d'années. C'était vraiment de la très basse technologie. Donc comment diviser des protocellules sans faire appel à une haute technologie moléculaire? Et ce qu'on a proposé, c'était simplement une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, qui permet d'avoir un flux moléculaire du feuillet interne vers le feuillet externe, d'avoir comme un effet de bilame avec une courbure de la surface, et spontanément, la vésicule va se couper en deux. Donc on a une protomitose, qui est un mécanisme purement physique, sans faire appel au cytosquelette. C'est notre travail avec Laurent d'il y a 2 ans. Voilà. Alors, revenons à des idées très générales sur la dégradation de l'énergie. Je vous ai dit, l'énergie solaire arrive sur Terre, elle est dégradée, elle repart en petits photons, c'est-à-dire un fort décalage spectral. On a en fait, dans la vie, je vais essayer de donner une caractérisation, une des propriétés caractéristiques du vivant, c'est que cette dégradation de l'énergie est accompagnée d'une agradation. Alors, je n'ai pas de définition précise de ce qu'est l'agradation de l'énergie, c'est l'idée d'organisation moléculaire, ou l'idée qu'on va pouvoir stocker de l'énergie, les thermodynamiciens diraient de l'énergie libre, on va stocker de l'énergie libre dans des réservoirs, c'est qu'on va accumuler de l'énergie. Je vous en donner un exemple très simple. À une époque, il y a un peu plus de 2 milliards d'années, des bactéries ont rejeté un déchet hautement toxique pour toutes les formes, ou presque toutes les formes de vie de l'époque, un déchet qui s'appelle l'oxygène, O2. Gaz très oxydant, voleur d'électrons. Et il y a eu une grande extinction de masse à l'époque, parce que ce déchet, à un moment, s'est accumulé à tel point que ce réservoir d'énergie inexploitable par la plupart des êtres vivants de l'époque, ce réservoir d'énergie a craqué et il a tout brûlé, entre guillemets. Et seuls ont survécu ceux qui étaient capables de métaboliser l'oxygène. Et c'est leurs descendants, une partie de leurs descendants s'appelle les mitochondries. Ces gentilles mitochondries qui permettent à nos cellules de vivre, parce que c'est notre centrale énergétique. Donc nous sommes des colonies cellulaires qui, sans ces mitochondries, mourraient immédiatement. Il n'y aurait même pas de colonie cellulaire possible. Les métazoaires, les animaux ne peuvent exister que parce qu'il y a ces mitochondries qui, elles, savent métaboliser l'oxygène. Donc cette agradation de l'énergie, ce stockage d'énergie libre dans un réservoir d'oxygène, à un moment, ça explose, ça craque, ça tue tout le monde. Donc il y a agradation de l'énergie en même temps qu'une dégradation de l'énergie. Généralement, la structure d'un être vivant est toujours fondée sur le fait qu'on organise une partie de la matière au détriment d'une autre partie qu'on dégrade.
C'est-à-dire ce qu'on mange va nous permettre de fabriquer, de réparer nos cellules, mais le prix à payer, c'est de rejeter des déchets matériels et puis des déchets thermiques, de la chaleur. Donc l'équation de conservation de l'énergie, c'est toujours alimentation, tout ce qui rentre, égale biomasse, ce qu'on va fabriquer pour réparer nos cellules, notre corps, plus chaleur, ce qu'on va rejeter comme rayonnement électromagnétique thermique. Donc biomasse, plus chaleur, plus déchets. D'accord ? A égale B plus C plus D. C'est l'équation de conservation de notre énergie. Et le rendement de tout processus de ce type, c'est toujours le rapport entre un travail effectué sur une énergie dépensée, une énergie initiale dépensée. Et qu'est-ce que c'est le vieillissement dans un tel contexte, en fait ? Bien, c'est un moindre rendement de la gradation énergétique. Alors, c'est dit bizarrement, mais on a une des caractéristiques du vivant, c'est le couplage entre ces processus qui dégradent l'énergie et ces processus qui aggradent l'énergie. Exemple générique, la pompe sodium-potassium, c'est essentiellement 3 processus cycliques, 3 enzymes. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on peut ramener schématiquement à 3 enzymes. Une enzyme qui va dégrader l'ATP, donc là c'est de l'énergie dégradée. Une enzyme qui va faire passer le sodium de l'intérieur à l'extérieur de la cellule. Et une autre enzyme qui va faire passer, ou un autre complexe qui va faire passer le potassium de l'extérieur à l'intérieur de la cellule. Or, la cellule contient déjà beaucoup de potassium. Et pourtant, la pompe sodium-potassium va pousser le potassium là où il y en a déjà beaucoup, donc processus totalement non spontané, qui aggrade de l'énergie, va pousser le sodium à l'extérieur, là aussi il y en a plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc processus non spontané. Et ces deux processus non spontanés, totalement improbables, sont possibles parce qu'ils sont couplés à un processus qui lui est spontané, qui est la dégradation de l'ATP. Donc c'est le couplage entre des processus cycliques spontanés et d'autres non spontanés qui permet à la vie de se maintenir, en l'occurrence de maintenir le gradient de concentration sodium-potassium qui va faire l'influx nerveux. Si je parle actuellement, c'est parce qu'il y a des influx nerveux, parce qu'il y a mes pompes sodium-potassium qui fonctionnent, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc toujours des couplages entre processus d'aggradation et processus de dégradation de l'énergie. Voilà. Donc je vais m'arrêter là à peu près, je pense que j'ai quasiment terminé, ou presque. Je voudrais arriver à la conclusion suivante. J'ai été très général, je n'ai pas écrit d'équation, j'ai malheureusement dû utiliser quelques mots techniques par moment, mais l'idée principale que j'aimerais vous transmettre, c'est que la thermodynamique nous aide à comprendre le vivant. Si on veut comprendre les maladies en général, le vieillissement en général, on doit à un moment chausser des lunettes de physicien et regarder les systèmes de force qui sont en présence. Il y a un sens précis en thermodynamique à la notion de force. Par exemple, une différence de température, c'est une force thermodynamique. Une différence de concentration entre l'intérieur et l'extérieur d'une cellule, c'est une force thermodynamique. Et ces forces engendrent des courants, qui peuvent être spontanés ou non spontanés, etc. On a des processus spontanés et des processus non spontanés. Globalement, l'ensemble de ces processus doit dégrader de l'énergie. C'est le second principe de la thermodynamique. Mais, par le subtil couplage entre des processus spontanés et des processus non spontanés, on parvient à fabriquer de la vie et à maintenir de la vie. Et le vieillissement, c'est cette baisse d'efficacité progressive et inéluctable de l'efficacité ou du couplage entre ces processus spontanés et ces processus non spontanés. Donc lutter contre le vieillissement, en un certain sens, c'est aller chercher finement à quel endroit ces couplages fonctionnent moins bien. À quel moment nos pompes sodium-potassium ou bien d'autres phénomènes biologiques qui maintiennent ces gradients à des hauts niveaux, des différences de concentration, la disponibilité d'une certaine source d'énergie, en l'occurrence l'ATP, etc. Tous ces processus qui sont non spontanés peuvent avoir lieu uniquement parce qu'il y a de l'énergie dégradée. Ça veut dire qu'il faut être capable de dégrader son énergie pour rejeter du déchet, pour mieux aggrader de l'énergie et maintenir les gradients qui nous maintiennent en vie. Voilà, et je vais m'arrêter là et je vous remercie infiniment de votre attention.